Depuis des mois, l'Ukraine supplie ses alliés de donner le feu vert pour frapper le sol russe avec des armes à longue portée fournies par l'Occident. Le 17 novembre 2024, ce feu vert a finalement été donné. Et l'Ukraine n'a pas perdu une seconde. Une barrage de missiles a été lancée vers le territoire de la Russie dans les jours suivants. Mais aucun d'entre eux n'a frappé l'envahisseur aussi durement que les missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni. Ces missiles, lancés le 20 novembre, ont absolument décimé l'ennemi. Éliminant même des hauts fonctionnaires, et la Russie n'en a pas beaucoup restant, le message de l'Ukraine était clair comme l'eau de roche. Personne n'est en sécurité. Personne n'est nulle part. Pas en Ukraine occupée, pas même au cœur de la Russie. Restez avec nous pour tous les détails de cette frappe dévastatrice dans la vidéo. Commençons par le contexte, pour vous aider à comprendre pourquoi la frappe du missile Storm Shadow est une affaire si importante. Le Royaume-Uni a d'abord fourni des missiles Storm Shadow à l'Ukraine en mai 2023. Cependant, ce premier lot de missiles est venu avec une condition. Il ne devait pas servir à attaquer le territoire russe, il devait servir uniquement à défendre l'Ukraine contre les forces russes. Naturellement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a protesté contre cette condition. Il a affirmé que la seule façon pour l'Ukraine de gagner était de frapper des cibles militaires sur le sol russe qui orchestraient des attaques contre son pays. Cependant, le Royaume-Uni n'était pas le seul à imposer ces restrictions. Tous les alliés occidentaux de l'Ukraine l'ont fait, y compris les États-Unis. Le premier assouplissement des restrictions est intervenu en mai 2024, suite au début de l'offensive estivale tant attendue de la Russie. L'Ukraine était désormais autorisée à frapper des cibles à l'intérieur de la Russie, et uniquement des installations militaires utilisées pour lancer des attaques en Ukraine. Une bonne nouvelle pour l'Ukraine, mais insuffisante. Pour gagner, l'emporter et sauver notre pays, nous devons lever toutes les limitations, a plaidé Zelensky. En novembre 2024, ces appels ont finalement été entendus. Les États-Unis, le plus grand donateur d'aide militaire à l'Ukraine, avec plus de 60 milliards de dollars, ont autorisé l'Ukraine à tirer des missiles à longue portée américains sur des cibles en Russie. D'autres alliés occidentaux clés ont rapidement emboîté le pas, y compris les gouvernements du Royaume-Uni et de la France. Ce mouvement pose la question « Pourquoi maintenant ?» Les appels de Zelensky sont-ils vraiment ce qui a prévalu, ou y a-t-il quelque chose de plus stratégique en jeu? La réponse tend vers la deuxième option. L'autorisation des États-Unis est survenue après deux événements importants. Le premier était le déploiement signalé de troupes nord-coréennes dans la région de Koursk, en Russie. Ce déploiement a marqué une escalade majeure dans la guerre russo-ukrainienne, étant la première fois que des troupes étrangères étaient officiellement envoyées pour soutenir l'effort de guerre défaillant de la Russie. On rapporte qu'environ 11 000 soldats nord-coréens ont été transportés à travers la Sibérie jusqu'à Koursk, suivant les ordres du dirigeant suprême du pays, Kim Jong-un, pour aider Poutine. Kim Jong-un et des généraux nord-coréens sont entourés d'artillerie et de lance-roquettes multiples BM-20 et 1 grade. On pensait d'abord qu'il n'y avait que de l'infanterie, mais selon les renseignements, des troupes d'élite nord-coréennes seraient impliquées, rendant leur présence d'autant plus inquiétante. La majorité des troupes se préparent encore pour le combat qui prendra de l'importance plus tard dans la vidéo. Ils s'entraînent actuellement avec l'infanterie navale russe et les forces aéroportées russes, Vozdouchno-Desantnie Voïska, spécifiquement la brigade d'infanterie navale 155 et les brigades Vozdouchno-Desantnie Voïska 11e et 83e. Ces mêmes unités sont déjà actives dans les opérations de combat à Koursk, et beaucoup de troupes tchéco-nord-coréennes devraient les rejoindre sur le front bientôt. Cela met en perspective la frappe du 20 novembre de l'Ukraine, car l'installation visée aurait accueilli de nombreux soldats nord-coréens à l'époque. Mais ne nous précipitons pas. Pour l'instant, analysons le deuxième événement qui aurait pu pousser le président Joe Biden à finalement donner son accord. La réélection de Donald Trump le 5 novembre 2024. Trump a déjà exprimé son intention de mettre fin à la guerre en Ukraine, mais sans préciser comment. Il a critiqué les milliards de dollars d'aide envoyés à l'Ukraine sous Biden, suscitant des inquiétudes immédiates à Kiev parmi les alliés de l'Ukraine. Le scepticisme de Trump envers le soutien militaire continu a fait craindre à beaucoup une réduction, voire une suppression, de l'aide cruciale pour la défense de l'Ukraine par son administration. Cette incertitude a incité à la fois l'Ukraine et la Russie à agir. Kiev sait qu'elle doit renforcer sa position pendant qu'elle bénéficie encore d'un soutien occidental fort. Pendant ce temps, Moscou voit le retour potentiel de Trump comme une opportunité de pousser des pourparlers de paix en position de force, expliquant l'urgence de reprendre Koursk. L'incertitude quant aux actions de Trump a probablement incité Biden à autoriser des frappes à longue portée en Russie, permettant à l'Ukraine de causer un maximum de dommages aux forces et infrastructures russes tant qu'elle en a encore l'opportunité. Avec un peu de chance, l'Ukraine pourrait sérieusement remodeler le champ de bataille avant l'inauguration de Trump le 20 janvier 2025. Et les missiles Storm Shadow feront sûrement partie de ces efforts.
Dans cet esprit, apprenons à connaître un peu mieux ces missiles avant de discuter de leur premier déploiement monumental à l'intérieur de la Russie. Storm Shadow est un missile de croisière anglo-français longue portée destiné à frapper des cibles fixes, stratégiques en profondeur, derrière les lignes ennemies. À quelle profondeur? Essayez à 250 km de distance. Cette profondeur permet à l'Ukraine de frapper des infrastructures russes critiques, même au cœur de la Russie. Les missiles Storm Shadow, lancés depuis des avions militaires, volent à Mach 0,95 en épousant le terrain pour éviter la détection avant de plonger pour frapper leur cible avec une force dévastatrice. L'une des caractéristiques les plus notables du Storm Shadow est sa capacité à éviter la détection. Les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués sont impuissants face aux missiles Storm Shadow, ce qui explique probablement les frappes réussies à Kharkiv de l'Ukraine en territoire russe. La Russie a toujours vanté l'impénétrabilité de ses systèmes de défense aérienne. Des derniers systèmes S-500 à une variété de mesures défensives en couche, Moscou a investi des milliards pour sécuriser son espace aérien. Et pourtant, nous voici. Storm Shadow s'est avéré très efficace pour échapper aux défenses russes grâce au système de guidage avancé du missile qui combine système de positionnement global, navigation inertielle, imagerie infrarouge et référencement du terrain. Cette arme spécialisée, utilisée contre la Russie à plusieurs reprises, est un véritable cauchemar pour les troupes russes. En septembre 2023, 3 missiles Storm Shadow ont frappé le port de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, portant un coup massif à la puissance navale russe. Les missiles ont déchiré le sous-marin de Rostov-na-Donu et le navire de débarquement de classe Rapusha-Minsk, paralysant gravement la flotte russe. Les dégâts étaient si graves que des rapports ont affirmé que Minsk était irréparable. Selon l'Ukraine, cette attaque a tué 62 personnels russes, dont beaucoup à bord du Minsk, qui devaient partir pour une mission de combat le lendemain. Un autre coup dévastateur porté à l'armée russe est survenu moins de 10 jours plus tard, lorsque au moins 3 ombres de tempête ont frappé le quartier général de la flotte de la mer Noire, tuant 34 officiers russes et blessant au moins 100 autres personnels. Les victimes comprenaient certains des hauts gradés de la Russie. Ce n'était pas une coïncidence. L'Ukraine a délibérément ciblé une réunion de la direction de la marine russe à Sébastopol. Il y avait même des affirmations que le commandant de la flotte de la mer Noire à l'époque, Viktor Sokolov, faisait partie des victimes. Cependant, des rapports contradictoires persistent sur la mort ou non de Sokolov lors de l'attaque. S'il l'était, il ne serait pas le premier haut gradé russe éliminé par des ombres de tempête. En juin 2023, un missile ombre de tempête a joué un rôle pivot dans l'élimination du major général Sergueï Gorachev, le chef d'état-major de la 35e armée combinée de Russie. Cette frappe dévastatrice de l'ombre de tempête a également coûté la vie à un général russe. La frappe du 20 novembre, mentionnée dans la vidéo. Avant d'analyser cette frappe, gardez ceci à l'esprit. Cette attaque récente suscite un tourbillon de rapports contradictoires à son sujet. Malgré l'épais brouillard de la guerre, nous rassemblerons les récits les plus crédibles pour vous. Cela n'aide pas que l'Ukraine ait été assez vague sur les détails, les sources militaires supérieures ne qualifiant la frappe que de très réussie. Cela correspond aux propos de Zelensky, tenus après que les États-Unis aient autorisé des frappes en profondeur en Russie. Le président ukrainien a bien dit que les missiles parleraient d'eux-mêmes. Quant à nous, nous nous appuierons sur plusieurs rapports pour combler les lacunes. Commençons par la cible de l'attaque du 20 novembre. La cible visée était un poste de commandement fortifié de grande valeur, le type d'installation que les missiles Storm Shadow sont conçus pour détruire. Vous voyez, ce missile est conçu pour pénétrer dans des bunkers renforcés et des structures militaires souterraines et les dévaster avec une ogive de 400 kg. Cela le rend parfait pour viser les centres de commandement et les dépôts de munitions cruciaux pour la Russie durant le conflit. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 20 novembre. Selon plusieurs sources, dont un blogueur russe, un missile a frappé un poste de commandement clé dans la région de Koursk. L'attaque visait probablement une installation militaire souterraine à Marino, ville historiquement liée à la Russie tsariste, à environ 40 km de la frontière ukrainienne. Selon les rapports, la direction des affaires présidentielles russes était utilisée comme centre de commandement pour les forces nord-coréennes en Russie. Ces forces faisaient partie des 50 000 troupes ordonnées pour reprendre Koursk en attaquant le saillant de 250 miles carrés détenu par les Ukrainiens dans la région. Le timing de l'autorisation de cibler le sol russe n'était pas fortuit comme mentionné. Il en va de même pour le choix de la cible. Un officiel ukrainien a suggéré que cette frappe s'inscrivait dans une série d'opérations visant des positions nord-coréennes dispersées dans la région de Koursk. Toutefois, ce coup semble être le plus significatif car il frappe au cœur des opérations nord-coréennes dans la région. Il n'est donc pas surprenant que l'Ukraine ait tout donné sur cette frappe. Ce n'était pas qu'un seul missile Storm Shadow.
Il s'agissait d'une attaque coordonnée, utilisant des drones et des roquettes, visant à confondre et submerger les défenses ennemies. De combien de Storm Shadows est-il question? Les chiffres varient, mais le chiffre le plus souvent rapporté est de 10 missiles Storm Shadow. Ce n'est pas un petit nombre, considérant que chaque missile coûte au moins 1 million et n'est utilisé que pour des cibles de grande valeur. Selon la chaîne Telegram pro-russe des Deux Mages, jusqu'à 12 missiles Storm Shadow ont été tirés dans la région de Koursk. La chaîne a posté des photos de débris de missiles montrant clairement le nom Storm Shadow. Ajoutant à la confusion, des rapports de certains correspondants de guerre russes indiquaient qu'ils avaient entendu au moins 14 explosions, dont beaucoup étaient précédées par le bruit distinct des missiles entrants. Des vidéos Telegram montrent une épaisse fumée noire au-dessus d'un quartier résidentiel, confirmant la sévérité de l'attaque. Des rapports indiquent pour eux que l'attaque aurait impliqué un record de 5 bombardiers ukrainiens, Su-24 chacun armés de 2 missiles de croisière, Kh-55 aussi appelés « Ombre de tempête ». Selon les informations, les forces ukrainiennes auraient modifié ces bombardiers avec une aide étrangère pour lancer les missiles de croisière britanniques Storm Shadow et français Scalp Usgiant. Cette fois, les bombardiers auraient transporté seuls 10 missiles Ombre de tempête, avec peut-être plus, lancés depuis d'autres plateformes. Le Kremlin n'a pas précisé le nombre de missiles Storm Shadow lancés, mais affirme que la défense aérienne russe en a abattu 2. Et ce n'est pas tout. Selon le ministère de la Défense de la Russie, 6 High Mobility Artillery Rocket Systems et 67 véhicules aériens sans pilote ont également été neutralisés par les systèmes de défense aérienne du pays. Même si c'est le cas, il est évident que les forces russes n'ont pas réussi à empêcher l'événement principal, l'événement qui aurait éliminé plusieurs militaires dans le processus. Résumons les dégâts en commençant par les troupes nord-coréennes. Selon des rapports contradictoires, environ 500 soldats nord-coréens auraient été tués lors de la frappe. Si 11 000 troupes nord-coréennes sont bien arrivées en Russie, cela implique que les ombres de tempête ont éliminé près de 5%. Mais l'attaque n'a pas seulement affecté les soldats. La véritable cible était les hauts fonctionnaires comme mentionné. Selon les allégations, un haut gradé nord-coréen aurait été blessé lors de l'attaque du 28 novembre. Le Wall Street Journal a cité les responsables de qui ont confirmé la blessure générale, bien que les détails sur son état restent inconnus. Il en est de même pour l'identité de ce général. Malgré l'absence de confirmation officielle, des spéculations suggèrent qu'il pourrait s'agir du colonel général Kim Jong-bok, envoyé pour superviser les unités des forces spéciales nord-coréennes déployées en Russie. Quel que soit le haut fonctionnaire, l'Ukraine a rendu une chose claire, aucun personnel nord-coréen soutenant la Russie ne sera épargné. Comme l'a dit le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, tous les soldats nord-coréens sont des cibles légitimes pour les troupes ukrainiennes, quel que soit leur rang. Quant aux Russes, au moins 18 soldats auraient été tués dans l'attaque, tandis que 33 autres personnels ont été blessés. Parmi les morts, il n'y avait pas seulement des soldats de rang inférieur, mais aussi des officiers clés des districts militaires du Sud et de l'Est, des territoires étroitement liés à l'effort de guerre russe en Ukraine. Mais la véritable tragédie pour les Russes, bien sûr, était la mort signalée du lieutenant-général Valery Solochuk, le commandant de la 36e armée combinée. Selon plusieurs rapports, Solochuk aurait été tué dans l'attaque, mais sa mort n'est pas confirmée avec certitude. On croyait qu'il était au quartier général lors de la frappe de missiles. Valery Solochuk, un nom qui suscite l'inquiétude au vu de son passé troublant lié aux campagnes militaires belliqueuses de la Russie. Né en 1971, Solochuk a eu une longue carrière controversée, marquée par des effusions de sang. Il a joué un rôle direct dans la bataille de Kiev au début de l'invasion russe en février 2022, menant ses forces depuis la Biélorussie pour tenter d'encercler la capitale ukrainienne. L'offensive a été un échec cuisant, la 36e armée russe ayant été repoussée par les Ukrainiens. Son leadership dans cette opération lui a valu peu plus que le mépris de ses subordonnés, comme en témoigne un enregistrement audio de mai 2022 où Solochuk a été entendu menaçant de tuer ses propres soldats après qu'ils aient refusé ses ordres d'attaque. Il concevait manifestement le leadership comme de l'intimidation plutôt que de l'inspiration. Cependant, l'implication de Solochuk en Ukraine remonte encore plus loin. Sa participation à l'invasion de l'Ukraine en 2014-15, en particulier dans la région du Donbass, est bien documentée. Ses actions pendant cette période sont largement considérées comme faisant partie des crimes de guerre de la Russie lors des premières étapes du conflit, beaucoup alléguant que ses forces étaient directement impliquées dans des abus des droits de l'homme contre les civils. Solochuk commandait alors la 7e division d'assaut aérien, responsable du déploiement des troupes
et de l'artillerie russe dans l'est de l'Ukraine. Sa promotion au grade de lieutenant général était directement liée à sa participation à l'occupation de l'Ukraine, consolidant son rôle central dans la guerre d'agression de l'armée russe. La perte de Solochok est donc significative pour le commandement russe. En éliminant un symbole de l'agression brutale et non provoquée de la Russie, l'Ukraine a fait savoir au monde que les criminels de guerre les plus notoires de la Russie ne sont plus à l'abri de la justice. Et c'est précisément ce qu'était cette attaque, la justice, plutôt que l'exécution d'un sans-défense, comme l'a absurdement dit un blogueur russe. Les déclarations russes sur le sujet n'ont pas évoqué Solochok. Poutine a affirmé qu'aucun commandant n'a été blessé lors de la frappe. Poutine a déclaré que le personnel de commandement et opérationnel du centre de contrôle était sain et sauf. Poutine a ajouté que ce personnel continue de gérer efficacement les opérations des forces russes pour éliminer et repousser les unités ennemies hors de la région de Koursk. Cependant, Poutine a confirmé qu'il y avait des victimes dans l'attaque. Selon lui, l'attaque et la bataille de défense aérienne qui a suivi ont causé des morts et des blessés parmi les unités de sécurité périmétrique et le personnel de service. Mais sans surprise, Poutine n'a pas pris cette frappe dévastatrice à la légère. Sa réponse est arrivée vite et avec vigueur. Peu après l'attaque ukrainienne, Poutine a déclaré que les forces russes avaient mené une contre-attaque visant l'industrie de défense de l'Ukraine. Ceci n'est guère surprenant, car la Russie a souvent ciblé le cœur industriel de l'Ukraine dans le Dnipro et d'autres régions dans le cadre de sa stratégie visant à paralyser la capacité de l'Ukraine à riposter. Poutine n'en avait pas fini. Dans un geste très médiatisé, il a annoncé l'introduction d'un nouveau missile hypersonique à moyenne portée, l'Oreshnik. Poutine a annoncé le succès des tests de missiles, détaillant leur impact significatif pour la Russie. Soi-disant, l'Oreshnik peut atteindre des cibles à une vitesse inégalée de Mach 10, soit environ 7000 miles par heure. Selon Poutine, aucun des systèmes de défense aérienne actuels dans le monde ne peut intercepter une telle arme. En plus de cela, Poutine a proféré plusieurs menaces. Fidèle à ses habitudes, Poutine a également inclus la rétorsion nucléaire dans ses menaces. Il a modifié la doctrine nucléaire de la Russie pour permettre à celle-ci de cibler les installations militaires des pays qui autorisent l'Ukraine à frapper le territoire russe. Il a mentionné le Royaume-Uni et les États-Unis, suggérant que leur utilisation de missiles à longue portée en Ukraine pourrait provoquer une réponse agressive de la Russie. Sans surprise, Poutine a toujours considéré l'utilisation d'armes à longue portée fournies par l'Occident comme une escalade du conflit. Après la frappe du 20 novembre, il a une fois de plus réitéré sa position selon laquelle c'est l'Occident qui a instigé la guerre en Ukraine et la maintient en vie. Selon Poutine, les forces ukrainiennes ne peuvent pas utiliser les missiles Storm Shadow de manière autonome. Les experts sont bien conscients, a-t-il proclamé, que l'utilisation de telles armes n'est pas possible sans l'implication directe d'experts militaires des nations fabricantes. Ici, Poutine faisait allusion, de manière pas assez subtile, à l'idée que l'Occident est directement impliqué dans le conflit en permettant à l'Ukraine de frapper en profondeur le territoire russe. C'est la même ligne épuisée que Poutine a utilisée pour justifier son invasion de l'Ukraine en premier lieu, blâmant l'Occident pour tout, de son agression aux sanctions auxquelles il fait face. C'est une tactique de bouc émissaire qu'il a utilisée encore et encore pour rallier la population russe et détourner le blâme des échecs de l'invasion. Les menaces de Poutine peuvent paraître intimidantes, mais son approche comporte une faille fatale. Ces menaces sont principalement vides. Les dirigeants occidentaux ont constamment minimisé les menaces nucléaires russes. Le directeur de l'agence centrale de renseignement, Bill Burns, qualifiant même Poutine de tyran qui continuera occasionnellement à faire des démonstrations de force. Malgré les menaces, l'Ukraine reçoit toujours le soutien militaire et économique de l'Occident. Le Royaume-Uni a clairement indiqué que son soutien à l'Ukraine ne serait pas dissuadé par la rhétorique irresponsable de Poutine, comme l'a qualifié le ministre de la Défense du pays. Le Royaume-Uni a récemment renforcé l'arsenal de Kiev avec des missiles Storm Shadow. Selon Bloomberg, des dizaines de Storm Shadows ont été livrés à l'Ukraine. Premier transfert d'armes majeur sous le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer. Le pays s'est engagé à livrer plus de missiles à longue portée et de Storm Shadows à l'Ukraine, ce dont elle a précisément besoin pour un réel impact sur le champ de bataille. Mais les Storm Shadows seuls peuvent-ils faire une différence? En bref, non. Malgré l'efficacité des missiles Storm Shadow, ils ne peuvent pas à eux seuls changer le cours de la guerre, d'autant plus que Moscou a également été actif. Avant même l'autorisation d'utiliser ces missiles, la Russie avait déjà ajusté sa position. Les bombardiers, missiles et infrastructures critiques ont été déplacés en profondeur du territoire russe, les mettant hors de portée du Storm Shadow.
Ainsi, alors que l'Ukraine a maintenant la capacité de frapper jusqu'à 225 bases russes identifiées par les analystes comme étant à portée, l'impact peut être limité par les contre-mesures de Moscou. Malgré tout, les Storm Shadows conservent d'énormes atouts stratégiques. Ils obligent l'armée russe à opérer à des distances plus grandes, augmentant leurs coûts logistiques et réduisant l'efficacité du soutien aérien et des opérations de commandement. De plus, le défi de défendre un territoire aussi vaste étire les défenses aériennes russes, créant des vulnérabilités que les drones et autres munitions de l'Ukraine peuvent exploiter. Cette complexité supplémentaire entrave sérieusement la gestion de l'effort de guerre de la Russie. Avec cela à l'esprit, où pensez-vous que l'Ukraine frappera ensuite ? De plus, les missiles Storm Shadows britanniques et Atacams américains continueront-ils à mener la charge ? Ou des autres missiles avancés à longue portée les rejoindront-ils ? Les missiles allemands Taurus, auparavant refusés par le chancelier Olaf Scholz, deviendront-ils soudainement disponibles ? Pensez-vous que la Russie ripostera plus sévèrement qu'actuellement ?